J'ai envie de découvrir la femme que vous êtes derrière la politique. Hier soir, j'arrive pas à dormir en fait. Je me dis, c'est une comédie ce qu'on a fait quoi. Moi, je vois beaucoup de cynisme dans ce monde politique. Ça me paraît tout à fait injuste que des gens soient privés de choses qui me paraissent essentielles. Ça va être un carnage. Mais quand je dis un carnage, c'est que, en fait, moi, y a plein de gens que j'aime dont les vies vont être directement menacées si l'extrême droite est au pouvoir. Bienvenue dans En Vrai, le podcast des engagés. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Elle est aussi coprésidente de l'Institut de la Boétie. Merci beaucoup Clémence Guettet d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Bon, il y a une règle dans cette émission. Ça s'appelle En Vrai. En Vrai, le podcast des engagés. Donc on se dit la vérité. Je ne vais pas vous sortir des petites phrases. J'ai pas envie de vous contredire. J'ai pas envie qu'on aille dans un débat stérile. En gros, j'ai pas envie qu'on fasse de la télé, sinon je vous invite sur un plateau de télé. Oui. C'est ce que je fais. Mais j'ai envie de découvrir la femme que vous êtes derrière la politique. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça, c'est OK pour vous ? C'est ok. Ça passe par une question. Dites-moi. Je le prends pas personnellement. On se dit tu, on se dit vous, on se dit quoi ? On se dit vous. On se dit vous. Oui. Clémence Guettet, comment est-ce que vous qualifiez votre engagement aujourd'hui ? C'est une très vaste question. Comment je qualifierais mon engagement ? Je dirais qu'il est à la fois... il est beaucoup de choses dans mon existence. Il est à la fois quasiment existentiel parce que c'est quand même ça qui m'anime du matin jusqu'au soir. Le versant négatif de ça, c'est qu'il est aussi très sacrificiel parce qu'il me prend beaucoup de temps. Mais je trouve qu'il a un sens... fondamental. En tout cas, pour moi, tant qu'il y a ce sens qui est présent, je continue. Et le jour où il n'y aura plus de sens à mon engagement, j'irai faire autre chose. Parce que c'est trop, ça prend trop de place dans la vie. Il y a eu le mot sacrificiel. Oui. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier ? En réalité, beaucoup de choses. Je suis toujours un peu mal à l'aise d'entrer dans cette introspection-là que je trouve... pour être honnête, parce que j'imagine qu'on va en parler quand même un moment. Bien sûr. Un peu nombriliste et un peu bourgeoise, parce que je sais à quelle classe sociale j'appartiens, je sais mon niveau de revenu aujourd'hui, j'estime en tout cas que je fais partie de gens très privilégiés dans la vie, d'être élu à l'Assemblée nationale, député, etc., notamment vis-à-vis des gens que je défends. Et donc, évidemment, j'ai sacrifié des choses, mais par rapport aux gens pour lesquels je me bats tous les jours, je considère que c'est rien. Enfin, voilà, j'ai sacrifié évidemment du temps, l'anonymat, qui me paraît être une chose très précieuse à laquelle on renonce. Clémence Guettet, vous avez le droit d'être un être humain. Hein. Vous avez le droit d'être un être humain avec une sensibilité, avec un vécu. Je comprends que la cause, elle soit importante. Mais l'être humain qui porte la cause, c'est important aussi, il faut tenir la route. Bien sûr, c'est important. Et je pense que ça amène aussi peut-être Enfin, moi, j'ai senti qu'en vieillissant, je l'abordais de façon différente, avec aussi moins d'envie de me faire bouffer, on va dire, où j'ai pu me faire bouffer avant par le rythme, les responsabilités, etc. Donc il y a forcément une mise à distance que moi j'arrive à trouver un peu avec le temps. Malgré tout, on continue de se faire absorber. Et vous avez raison de le dire, évidemment, on est humain, on fait ça, parfois c'est douloureux, parfois c'est violent, parfois c'est difficile. Il n'empêche que, objectivement, moi je trouve, et sans doute que ça vient aussi de la doctrine politique à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire que je suis matérialiste, et donc je trouve que dès lors qu'on a certains revenus, on a un certain niveau de vie, on est moins à plaindre, entre guillemets, que des gens pour qui, en fait, une des principales préoccupations du matin jusqu'au soir, c'est comment on arrive à payer la bouffe pour nos enfants, quoi. La survie. Et voilà. Et je ne suis pas dans la survie, et donc je m'estime privilégiée, d'une certaine façon. Est-ce que parfois, au travers de ça, vous êtes dans la culpabilité ? Alors, complètement. Je pense que je suis un être pétri de culpabilité, et que c'est pas un hasard si je fais de la politique, parce que c'est tout à fait la gestion quotidienne de la culpabilité. C'est se demander à chaque instant, parmi 3 choses indispensables à faire, laquelle on va réussir à faire et lesquelles on va pas réussir à faire. C'est de la culpabilité vis-à-vis des gens dans ma circonscription,
qui estiment parfois que je n'y suis pas assez. C'est de la culpabilité par rapport à certaines réunions auxquelles je ne peux pas assister parce que j'en ai 4 en même temps et que donc de toute évidence je ne pourrais pas faire les 4. C'est de la culpabilité parce qu'à la fin de la journée, de toute façon, la somme de travail que j'avais, je n'ai pas pu la terminer tous les jours. Donc c'est de la culpabilité permanente. On en parlait avec Clément qui est hors caméra juste avant parce que j'en parle beaucoup, y compris moi je fais une psychothérapie depuis très longtemps, etc. J'en parle beaucoup dans ce cadre-là. Je trouve que, je crois que c'est Freud qui avait dit que la politique ça faisait partie des métiers impossibles du fait de la culpabilité et du fait de on ne peut pas faire tout ce qui devrait être possible de faire. Donc moi c'est un truc avec lequel j'essaie de me réconcilier et de m'apaiser. C'est cette gestion de la culpabilité permanente et le fait que ce que j'aimerais pouvoir faire, ça n'est en réalité pas atteignable. Et donc voilà, il faut être un peu réaliste sur ce qu'on arrive à faire d'une journée et le temps qui nous est alloué, le mettre à profit de choses utiles, ou en tout cas que moi j'estime être utiles. Je vous trouve très mystérieuse. En général, je trouve que c'est l'aura que vous véhiculez quand vous passez. On a du mal à saisir votre pensée, vous restez toujours très calme, etc. Vous avez parlé de la psychothérapie à l'instant. Est-ce que ça vous a aidé justement à être plus apaisé ? Est-ce que ce que je perçois moi comme un mystère, c'est une forme en réalité du fait d'intellectualiser avant, d'essayer de se poser, de réfléchir, de ne pas trop vriller, de garder le cap ? Je pense que... Bon, d'abord, je suis quelqu'un d'introverti. Je l'ai toujours été. J'étais rongée par la timidité quand j'étais petite, à tel point que c'était difficile de m'exprimer en public, etc. C'est ultra contradictoire avec ce que j'ai choisi de faire maintenant, c'est-à-dire je suis parlementaire. Mon mandat, c'est parler au nom des gens, parler devant des gens, être entendue, parler fort, le plus fort possible que je peux. Je parle pas de volume de voix, évidemment, mais de clarté politique et de... Donc... dans mon parcours et ma personnalité, il y a ça, il y a de la réserve, beaucoup de réserve. Je suis quelqu'un introverti, ça veut dire qu'on se ressource plus quand on est seul que quand on est entouré de gens. Mon mandat, là aussi, c'est être entouré de gens en permanence. Donc, je pense qu'il y a cette contradiction qui n'empêche pas de le faire bien, mais qui, du coup, transparaît aussi. Donc, peut-être qu'une part du mystère, c'est ça, c'est que je suis quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Je trouve que dans le jeu politique, il y a beaucoup de paroles inutiles. Et pour être honnête, je trouve qu'elles sont survalorisées. C'est-à-dire que vous occupez l'espace, vous pouvez arriver à devenir chef de tel truc, de tel autre. Ça me paraît tout à fait artificiel. J'ai un jugement assez dur sur autrui et sur moi-même, donc je pense que j'économise mes paroles aussi parce que voilà, j'ai pas beaucoup de respect pour les gens qui parlent à tort et à travers de manière générale. Même au sein de votre parti ? Oui, bien sûr, partout évidemment. Mais heureusement que le monde est fait d'individus qui sont très différents. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais donc peut-être qu'il y a ça. Et puis le second aspect dans ce mystère, comme vous dites, c'est aussi que ma conception de la politique, c'est que c'est une bataille d'idées. Alors je sais que c'est pas du tout ce sur quoi on va échanger aujourd'hui, mais on peut en parler aussi. C'est une bataille d'idées où ce que nous sommes comme individus entre en ligne de compte, la façon dont on s'est forgé, pourquoi on est en colère, parce que si on fait de la politique tous, c'est qu'on a des colères et des choses à exprimer, des choses à défendre. Mais à la fois, il y a toute une part de nos vies que j'estime devoir n'appartenir qu'à nous. Et par ailleurs, ce qu'on donne aux gens, plus on donne aux gens, plus il peut y avoir aussi des attaques. Moi, je suis une femme politique, je suis une femme en premier lieu. On est, vous le savez, évidemment victime de sexisme, d'attaques, de harcèlement. Je reçois à la fois, comme beaucoup de mes camarades, des menaces de mort, mais le pompon pour moi et pour nous, ce sont les menaces de viol. Bon, c'est une particularité qui fait que moi, je sais aussi ce que je veux bien donner, ce que je ne veux pas donner, et quelle protection j'estime nécessaire autour de moi pour continuer à faire ça. Donc, sans doute que dans le mystère, il y a un peu de tout ça. Voilà. De la protection. Ouais. L'instinct de survie. Hein. Oui, et puis... je vous disais que j'ai renoncé à l'anonymat, ouais. Par exemple.
Et encore dans une moindre mesure. Enfin, je veux dire, je côtoie Jean-Luc Mélenchon, je vois ce qu'est sa vie, je vois ce que ça lui demande d'organisation personnelle, d'avoir des difficultés pour se déplacer seul. Enfin, je veux dire, concrètement, ça veut dire ça. Et à la fois, il y a une injonction contradictoire qui vient des gens qui veulent qu'on mène des existences les plus normales possibles. Et en fait, il y a quelque chose de quasiment impossible à tenir quand dans la rue, vous êtes reconnu à chaque instant avec des réactions très amicales, très chaleureuses, de soutien, etc. Et puis des réactions qui peuvent être franchement hostiles. Mais comment on fait pour pas péter un câble dans ces cas-là? C'est une vraie question. Par rapport au manque d'anonymat, vous voulez dire? Par rapport à tout. Par rapport au fait de se dire, est-ce que je peux être moi-même, vraiment moi-même qui je suis? Alors, je pense que la façon dont j'appréhende les choses m'est tout à fait propre. Je pense qu'il y a des gens qui ont sans doute beaucoup plus de simplicité dans la gestion dans la gestion de leur personnage public, de leur vie privée. Voilà, je pense qu'on a tous des façons de le gérer très différentes. Moi, j'ai établi des barrières qui me sont chères justement pour ne pas péter un câble. Mes amis ne font pas de politique. Mes amis, franchement, me voir monter au perchoir à l'Assemblée nationale quand j'ai réélu, mais ils s'en foutent. Vraiment, c'est... Bon... Ils s'y intéressent comme amis, mais comme vous racontez votre journée à vos amis et ils disent « Ah ouais, ton chef, c'était la galère. » Bon, voilà. C'est ça le type de discussion. Ils m'ont connu avant disons, que j'ai ces mandats-là, que j'ai ces fonctions-là. Ils sont toujours dans ma vie. Et mes parents, c'est un peu la même chose. Si vous voulez, c'est pas du tout leur monde. Les gens voient ça un peu de loin. Ma mère essaye d'avoir de mes nouvelles. Elle regarde sur Facebook vaguement ce que j'ai fait. Mais pour eux, je suis pas ça, quoi. Je suis... voilà, pour mes parents, généralement, par exemple, je vais chez eux pour m'écrouler. Donc, ils sont pas la meilleure part de moi-même. Mais pour eux, je suis autre chose, une personne. Donc, je trouve que ce cloisonnement, en tout cas, moi, il m'est cher parce que je vois aussi beaucoup de gens s'être fait complètement absorber. Ne pas avoir réussi à entretenir de relations avec des gens qui font autre chose. Parce qu'en fait, vous pouvez faire ça de 7h jusqu'à 1h du mat tous les jours. Hein. Il y a des réunions. Si vous voulez vous occuper, vraiment, c'est pas un problème. Et donc, c'est quelque chose que je veux pas pour moi-même, donc auquel je suis attentive. Bon, ça c'est intéressant. Vous levez le mystère peu à peu. Peu à peu, hein. Ouais. Vous avez évoqué la colère. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez été très en colère dans votre vie? Ce qui a fait que vous vous êtes dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit changer, c'est viscéral, ça ne peut pas continuer. La première fois, non, parce que j'ai sans doute eu des colères enfantines dont je ne me souviens pas. Je sais que mes parents n'avaient pas des gros moyens financiers. C'était pas catastrophique, mais... Je me souviens de discussions qui m'ont marquée, en réalité, on en a reparlé avec eux, mais sur, par exemple, le fait de ne pas pouvoir partir en vacances une année, des conversations d'arbitrage financier, où je me souviens que ça me mettait en colère parce que je trouvais que c'était pas normal, quoi. Et je trouve que les colères d'enfants sur... C'est pour ça aussi que je suis matérialiste, c'est que je trouve que on se voit parfois refuser des moments de bonheur, quoi. Et ça me met très en colère. En fait, je trouve ça insupportable que pour des gens, l'existence puisse être à ce point déséquilibrée dans ce qui est permis et dans ce qui ne l'est pas. Je trouve ça atroce de penser que des gens, après des savants calculs pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et à annoncer à leur gamin qu'il ne pourra pas faire tel sport à la rentrée. Voilà. Je trouve que ces renoncements-là à l'émancipation, à la culture, à des petits plaisirs simples, il y a tellement d'argent en réalité dans notre société s'il était mieux partagé. Voilà, ça, je trouve ça parfaitement insupportable et c'est sans doute les premières choses qui m'ont éveillée politiquement. Ouais. Vous vous souvenez de l'âge que vous aviez? J'étais petite, je sais pas, 8-9 ans, quelque chose comme ça, à la fin de l'école primaire, ou ouais, un truc comme ça. Il y a la colère, il y a l'injustice. Oui, c'est ça, je trouve que
je pense que c'est comme ça qu'on s'éveille à l'engagement à gauche, en tout cas. Généralement, c'est quand même par les questions de justice sociale ou d'injustice sociale. Et puis, je voyais bien autour de mes parents que entre des amis qu'ils ont grands médecins, cardiologues, ou je pense à une amie de mes parents qui travaille en maison de retraite, absolument broyée physiquement, entre tendinite, problèmes de dos, problèmes de faire remplacer les dents, et sous quel délai on peut faire remplacer les dents pour pouvoir manger correctement, etc. Je trouve que c'est des injustices folles, quoi. Enfin, vraiment folles, en fait, qui mettent en péril le bien-être. Et comme je ne suis pas croyante, je crois qu'on a 70, 80, 90 ans sur la Terre si tout se passe bien et qu'on n'a pas de maladie grave. Et voilà, ça me paraît tout à fait injuste que des gens soient privés de choses qui me paraissent essentielles et atteignables et possibles politiquement. Juste parce que, voilà, le système démocratique est ce qu'il est, mais fait que dans notre pays, actuellement, il n'y a pas de majorité pour le vouloir. Si vous n'aviez pas fait de la politique, qu'est-ce que vous auriez fait ? Bon, je ne sais pas, mais il y a eu plusieurs bifurcations dans mon parcours qui font qu'à un moment donné, j'étais partie pour faire une thèse de sociologie. Je regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait. Autant je suis introvertie, autant je pense la solitude de cette activité-là et le manque de prise sur le réel, on va dire. Enfin, je considère que j'ai pas vraiment de prise sur le réel puisque je suis dans l'opposition, mais voilà, c'est une activité solitaire, vous êtes devant votre sujet, vous le maîtrisez par cœur, et puis après, au service de quoi vous arrivez à le mettre. C'est aussi une de mes préoccupations, d'ailleurs. C'est pour ça que je travaille avec des universitaires, parce que je sais qu'ils sont dans cette demande. À un moment, j'ai hésité à faire une thèse, failli faire une thèse, je ne l'ai pas faite. Et puis après, j'ai des idées qui me trottent dans la tête, mais auxquelles j'ai pas renoncé pour toujours, parce que je ne sais pas ce que je ferai après. C'est quoi ? J'aurais aimé être juge, par exemple. Je ne suis pas sûre que ce soit atteignable après ce que j'ai fait. Je pense que c'est pas possible. Après la politique à gauche ? Ouais. Autant je sais qu'on peut être avocat après avoir fait de la politique, mais juge, vous représentez la société, donc c'est compliqué. Voilà, j'ai des idées comme ça. Et c'est là aussi que je me sens privilégiée, c'est que je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Et je sais que c'est rare et c'est très précieux. Dans notre société aujourd'hui, ne pas s'inquiéter, effectivement, c'est un bien plus que rare. Ouais. C'est une réalité. Ouais, mais c'est bien d'en prendre conscience. Oui, tout à fait. Mais heureusement que j'en ai conscience, vu ce que je fais. Elle se passe comment, la rencontre avec ce qui va devenir la France Insoumise, avec vos camarades, avec Jean-Luc Mélenchon ? C'est lui qui vient à vous ? C'est vous qui allez à lui ? Comment ça se fait ? Ça a été progressif. Moi, je me suis engagée au Parti de gauche à l'époque, en 2010. Juste après avoir eu mon bac, quand je suis arrivée dans mes études supérieures. Donc je me suis engagée au Parti de gauche parce que j'étais à Poitiers à ce moment-là pour faire mes études. Bon, dans le champ politique, à cette époque, vous aviez le Parti socialiste. Ah, non ? C'était déjà trop à droite pour moi. Il y avait Besancenot à l'époque. Et puis, je dirais un peu au milieu de ça, il y avait le Parti de gauche, donc né, pour les gens qui nous écoutent peut-être, mais donc né du départ de Jean-Luc Mélenchon et d'autres du Parti socialiste pour, après avoir été pendant des années, l'aile de gauche radicale, on va dire, du PS, pour aller faire autre chose, pour créer leur propre organisation. Je me suis dit que ça semblait assez juste politiquement, et puis, en plus, ça répondait à la fois à tout ce qu'on vient de se dire sur les injustices sociales dans la doctrine, et à la fois c'était l'émergence de la pensée éco-socialiste à ce moment-là, et donc de la préoccupation écologique. Et c'était quelque chose qui... En fait, j'étais très heureuse que ça existe, qu'il y ait cet endroit-là. Ça vous parlait ? Où on n'est pas à choisir entre les écolos et le NPA. Enfin, voilà, bon, on va dire que je le voyais un peu comme ça dans ma tête à ce moment-là. Et donc, j'ai adhéré au Parti de gauche. J'ai commencé à militer à Poitiers. J'ai rencontré Jean-Luc à Poitiers parce qu'il est venu faire les assises du journalisme à l'époque. Voilà, bon, bref. Mais comme on était très peu de militants à ce moment-là, enfin très peu, on était 2 jeunes
du parti de gauche. À Poitiers. Et nous formions à deux les jeunes du parti de gauche à Poitiers. Et on faisait le journal du parti de gauche à Poitiers, voilà, avec un camarade qui s'appelle Damien. Damien Maudet ? Non, pas du tout. Lui, il était à Limoges. D'accord. On n'a pas tout à fait le même âge. Je crois qu'il est un peu plus jeune que moi. Ok. Et donc, voilà, on a rencontré Jean-Luc avec d'autres à cette époque-là. Et puis, ensuite, je suis allée à Paris pour la fin de mes études, enfin pour mon master. Attendez, Clémence, ça s'appelle En Vrai. Oui. Faut que vous me racontiez comment ça se passe cette rencontre. Et franchement, tout le monde me demande, mais j'en ai quasiment pas de souvenirs. Oui, c'est ça. On se dit bonjour. Vous savez, en fait, Jean-Luc, il va dans des dizaines de villes par an. On se dit bonjour. Je me souviens qu'on a discuté de ce qui se passait aux assises du journalisme. C'était déjà sur la question de la critique des médias, son intervention, etc. Pour la presse indépendante, libre. Voilà, en gros, j'imagine dans son esprit à lui, il voit deux petits jeunes. Moi, j'étais pas du tout dans un truc de... Je sais pas, d'admiration. Enfin, je trouvais que c'est un homme politique tout à fait admirable, mais j'étais pas dans un truc. Vous n'étiez pas une groupie. Non, voilà. C'est ce que vous voulez dire. Ouais. Et puis j'étais pas, j'ai pas du tout de souvenir que ce soit une rencontre ultra marquante, voilà, pour le dire franchement. C'est pas celle-là qui a changé votre life. Non, en gros. Non, pas du tout. Et puis voilà, et en fait, je l'ai plus vu quand je suis arrivée à Paris en 2015, où c'était un peu la fin du parti de gauche. Il y a eu des dissensus stratégiques, on va dire. J'ai fait partie de ceux qui ont arrêté le parti de gauche pour faire partie de ceux qui ont fait le mouvement pour la 6ème République, préfiguration de ce qui allait être la France insoumise après. Et donc là, on s'est vu davantage parce qu'on était, on va dire, c'est un peu toujours comme ça, hein, on était une quinzaine à militer à haute dose pour ça, parce qu'il fallait organiser, il y avait un congrès, il y avait un site internet, c'était vraiment le début de l'organisation militante sur internet. Vous tractiez aussi encore ? On tractait, bien sûr, ça on n'y a jamais renoncé, mais disons qu'à 15, je dis 15, mais bon, c'est toujours plus de gens, mais avec des gens que vous connaissez, qui sont toujours là aujourd'hui, je pense à Bastien Lachaud, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Antoine Léaumont, Mathias Tavel, plein de gens qui finalement aujourd'hui sont députés, tous ceux que je viens de citer sont députés d'ailleurs. On se voyait beaucoup parce que on travaillait beaucoup sur ça. Alors moi en plus je faisais des stages, je m'ennuyais un peu pour le dire franchement. Je m'ennuyais, donc je faisais ça à ma pause du midi, je faisais ça le soir. Puis ça grignotait sur mes journées parce qu'en fait ce qu'on me demandait de faire je le faisais en 2 heures au lieu de le faire en une journée. Donc je me faisais chier, quoi, pour le dire voilà, sincèrement. Et donc ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et puis après il y a eu la France insoumise, donc c'est février 2016. Et voilà, ça s'est plus arrêté. Et là, ça y est. Ouais. Et là, vous grandissez après dans la politique, etc. Vous continuez. La France insoumise. Et puis vous participez surtout à cette... Alors c'est vrai que là, on sort un peu d'En Vrai et de vous. Mais c'est aussi qui vous êtes. Vous êtes celle qui a voulu ce rapprochement de la gauche. Il y a eu la NUPES, puis il y a eu le NFP, etc. Comment est-ce que vous avez fait à ce moment-là pour être l'espèce de médiatrice ? Vous savez, le pont, le lien entre tous ces partis. Je pense que nos partenaires des autres formations seraient sans doute un peu amusés que vous me décriviez comme ça, parce que je suis pas sûre que ça corresponde exactement à la réalité. Ah, c'est vrai ? Non. C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est que il y aurait eu un certain confort à ce moment-là, à se dire, on y va, la France insoumise, on présente des candidats partout. En fait, c'est le plus simple, c'est nos militants, on connaît tout le monde, etc. etc. Franchement, ça aurait été la solution de facilité, mais qui aurait été périlleuse politiquement, parce qu'à ce moment-là, l'extrême droite, vous le savez, est très très haute, est un vrai danger. Et puis, en fait, le risque, c'est que la gauche se réduise à peau de chagrin dans l'Assemblée nationale. Pas spécialement nous, parce qu'on veut faire une présidentielle excellente, mais la gauche dans son ensemble. Et donc, pour nous aussi, c'est un problème. Voilà. Et donc, on fait ce constat-là. Je fais partie de celles et ceux qui font ce constat-là et qui sont missionnés pour tenir ces discussions. Franchement, c'était extrêmement désagréable. Voilà. C'était pas du tout un moment de médiation et d'apaisement, mais pas du tout. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, moi, donc j'étais chargée pour la France insoumise de faire le programme commun.
Et on fait ça en 3 semaines. Sauf qu'un programme, ça se fait en 2 ans, 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est un immense travail pour sentir ce qui est le plus adéquat dans la société, ce que les gens demandent les uns et les autres. Et là, on nous met ensemble dans une pièce et on nous dit faut ressortir le plus vite possible en s'étant mis d'accord sur le plus de choses possibles. Il y a qui dans la pièce avec vous à ce moment-là ? Alors, je confonds un peu NUPES et NFP, mais il y a David Cormand pour les écologistes, il y a Boris Vallaud pour le Parti Socialiste, Johanna Rolland pour le Parti Socialiste. Pour les communistes, il y a Christian Piquet. Bon, voilà, on est quelques-uns. Et en fait, c'est un moment très difficile parce qu'on est tous là, parce qu'on sent cette responsabilité. Que pour être honnête, on n'a pas envie d'être là. On vient de mener des campagnes présidentielles les uns contre les autres. Il y a parfois des petites phrases, vous savez, mais qui font mal, quoi. Qui laissent des traces politiquement. Et si certains peut-être le font avec cynisme, c'est pas mon cas. Et donc quand je me suis fait insulter un mois avant, ouais, j'ai pas envie d'être là. Je suis là quand même parce que c'est ma responsabilité, parce qu'il faut le faire. Mais y compris humainement, passer 3 semaines avec des nuits blanches, une majorité de nuits blanches, avec des gens avec qui vous n'avez pas envie d'être, voilà, c'est pas évident. Bon bref, peu importe ça, on l'a fait quand même, mais je ne dirais pas que... Enfin, je trouve que ce serait faux de me dépeindre comme la médiatrice de quoi que ce soit. J'ai été celle qui combattait pour qu'on ait un programme entier, parce que ces discussions commencent par les socialistes, les communistes et les écologistes qui nous disent « la campagne elle est courte, c'est des législatives, on se met d'accord sur 10 points et on fait campagne là-dessus. Et on parlera du reste après. » Et moi, j'avais eu évidemment des discussions politiques pour préparer cette rencontre-là, et où on s'était dit, nous, en fait, si on veut être crédible vis-à-vis des gens pour leur dire Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre, parce qu'en 2022, c'était ça, la proposition, parce qu'on va avoir une majorité à l'Assemblée nationale de gauche, si on n'a pas discuté de l'essentiel des points, au premier projet de loi qu'on proposerait parce qu'on aurait un gouvernement, ça éclate. Donc c'est complètement... Ce serait faux, ce serait presque absurde. Oui, absurde, et puis c'est pas crédible. Puis en fait, on mentirait aux gens, on serait juste là pour essayer de sauver un peu les meubles. C'était pas l'ambition qu'on voulait avoir, on voulait gouverner, on voulait être majoritaire. Donc on s'est imposé ces discussions. Mais si vous voulez, pour revenir à quelque chose de moins éminemment politique et de plus pragmatique, quand vous en êtes à votre 2e, 3e, 4e nuit blanche, je rentrais chez moi, j'avais 2 heures pour manger, dormir, me laver et repartir. En fait, il y a un moment, même rien que le manque de sommeil, vous devenez... ça rend un peu agressif, ça rend un peu moins lucide aussi, c'est une évidence. Donc, il y a un moment aussi où le challenge consiste juste à rester calme et à avoir ces discussions, parce qu'il faut les avoir et qu'il faut avancer. Donc c'était ça ressemblait à ça. Mais la femme que vous êtes aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur et que vous sortez de votre corps de politique et que vous êtes la femme et que vous regardez, qu'est-ce que vous voyez ? C'est quoi le bilan que vous pouvez en tirer, en déduire ? Vous avez notamment parlé aussi de la psychothérapie, etc., de tout ce que vous faites à côté pour vous prendre de la hauteur, pour vous préserver, parce que c'est important. On a parlé de ça, c'est essentiel. Si vous sortez de ça, si vous sortez de la femme politique, c'est quoi le bilan qui se dresse ? Bon, sur cette période-là en particulier, vous voulez dire ? Sur celle-là, mais sur même la période qu'on vit actuellement, vous, quand vous regardez votre parti, la politique, ce que vous vivez, juste si vous prenez de la hauteur, c'est quoi que vous voyez ? C'est ça qui m'intéresse. C'est difficile de m'en extraire parce que je ne suis pas et la femme politique et la femme à côté. Je fais les deux toujours en même temps, mais il y a parfois un sentiment de découragement, ou une envie de baisser les bras parce que c'est difficile, c'est beaucoup, parce que généralement on perd, parce que rien que parce que vous me demandez cet exercice-là, moi je vois beaucoup de cynisme dans ce monde politique. Je me suis parfois dit que peut-être je le faisais avec quasiment trop de sincérité pour ne pas souffrir démesurément, quoi. Parce que moi, en fait...
Je vais vous prendre l'exemple le plus récent, c'était hier soir, je suis rentrée de chez moi après avoir présidé l'Assemblée nationale jusqu'à minuit. On a voté une loi pour que les parents d'enfants qui sont victimes de cancer pédiatrique soient un peu mieux accompagnés. Bon, c'était une loi minimale, hein, franchement, ça révolutionne pas tout. La semaine d'avant, j'avais présidé l'Assemblée nationale sur la loi d'urgence agricole où les députés de droite avaient réautorisé certains pesticides qui, on le sait, peuvent donner des cancers pédiatriques. Hier soir, il y avait une magnifique unanimité quand j'ai présidé cette séance sur la loi pour accompagner les parents des gamins qui sont victimes de cancer. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent ne pas voir l'incohérence entre ce qu'ils font d'un moment à l'autre et les conséquences de leur vote. Hier, on a mis un pansement sur une jambe de bois. C'était la semaine d'avant qu'on traitait des causes de ces cancers. Et donc, parfois, je fais l'hypothèse d'une part de bêtise. À la limite, ça me rassure. Je préfère qu'ils sont pensés parfois que ça connecte pas plutôt que ce soit du cynisme. Et parfois, je me dis, c'est pas possible, en fait. Je sais pas, on n'a pas le même degré d'humanité. C'est terrible ce que je vous dis, parce que c'est comme si on se décernait un brevet de... Je sais que les gens sont sincères, sans doute, à droite aussi, mais je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment ils font pas le lien, quoi. Et ouais, moi, hier soir, j'arrive pas à dormir, en fait. Je me dis, c'est une comédie, ce qu'on a fait, quoi. Je présidais, j'annonce que l'Assemblée a voté à l'unanimité. C'est une comédie, voilà. Donc parfois, je trouve ça très dur, ouais. Dans cette comédie ambiante, parfois, comment vous percevez presque cette schizophrénie ? Qu'est-ce que ça génère chez vous ? Qu'est-ce que ça fait ? Au-delà de la colère, de l'injustice, est-ce que c'est principalement l'une des choses qui pourrait vous dire allez, merci ? Ouais, oui, bien sûr. C'est clairement ça. À un moment donné, si je trouve que c'est trop, ou si je vois que je n'arrive plus à absorber ce que je perçois comme de la violence, parce que je n'ai pas en moi ce cynisme-là, sans doute cette distance, et parce que j'ai pas cette volonté de durer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi des gens, pour certains, je les vois, ils en sont à leur 4e, 5e, 6e mandat de député. Peut-être que s'instaure aussi un peu de lassitude dans l'être humain que vous êtes. Bon, vous en avez vu passer tellement des lois absurdes, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Donc oui, mais en même temps, c'est une idée qui me sauve, de me dire je peux tout arrêter si je veux, quoi. Je me sens très souveraine sur mon existence. Encore une fois, je pense qu'à un moment donné, je vais mourir et qu'il n'y a rien après. Donc le temps est limité, quoi. Je vis aussi mon existence comme un compte à rebours. C'est très lié à la culpabilité, c'est très lié à mon propre besoin de productivité chaque jour, de me prouver que mon existence a une valeur, bon, tout ça. Et en même temps, c'est une idée qui me sauve. Je me dis, peut-être que j'irai trouver mon utilité ailleurs à un moment donné. Je dirais, mon frère, par exemple, il est maraîcher, mais EduxP en maraîchage. Il travaille toute la journée avec des gamins de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il en a entre 3 et 4 par jour. Il trouve que c'est admirable ce que je fais, parce que j'essaie de changer les choses pour le pays tout entier, etc. Parfois, je trouve que tout le temps, je trouve que ce qu'il fait est admirable, et je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Mais parce qu'au moins, lui, peut-être sur les chemins de vie de certaines personnes, en l'occurrence, c'est des gamins qui sont broyés, quoi, qui ont été victimes de violences, qui sont broyés. Je me dis peut-être que lui, son action, elle va être décisive. Elle va faire que pour un gamin, mettons, sur les 4, ça va le remettre bien, il y aura un adulte qui aura eu confiance en lui, et pour toute une vie, ça va être fondamental, vous voyez. Je trouve qu'à plein d'échelles, on peut avoir des actions qui sont utiles. Et donc oui, je me dis le moment où cette échelle-là, un peu méta, où on essaye de changer la vie de beaucoup de gens, et la plupart du temps, on change la vie de personne, peut-être qu'à un moment donné, ce sera plus la bonne, plus celle qui est juste pour moi, quoi. C'est dur ce que vous me dites en même temps. Hein. Pourquoi ? Parce que vous me dites, je vois que vous mettez du cœur, je vois que vous mettez vraiment du cœur. Vous dites on essaie de changer la vie de plein de gens, mais on change la vie de personne. Ouais. Vous êtes résigné ? Non, parce que quand je dis ça, généralement, les gens qui m'entourent, qui sont peut-être un peu moins
Cynique ? dans la dureté de ce que je fais, me disent, et en même temps, et j'en suis persuadée, mais parfois je l'oublie un peu parce que c'est pas évident, mais on porte une parole, on s'oppose, parfois on est un caillou dans le rouage et on enraye la machine et ça déroule pas comme ça pourrait dérouler si on n'était pas là. Je vois qu'on a cette utilité-là, et par ailleurs je pense qu'on a une utilité d'espoir et de projection. Enfin, je veux dire, j'ambitionne qu'on gagne, j'ambitionne qu'on puisse changer la vie des gens à échelle de masse. La vie politique est faite de moments électoraux où tout peut basculer. Voilà. Aujourd'hui, on est en Macronie, en 2027. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon sera président de la République. Donc, évidemment, il y a un côté où on sait pourquoi on met cette énergie-là, parce qu'il y a une potentialité, en fait. Vous croyez vraiment qu'en 2027, c'est possible pour Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr que je le crois, sinon je ne ferais pas ça. Bien sûr que c'est possible. Je pense que ça n'a jamais été aussi possible qu'en 2027, parce que dans ma courte existence politique par rapport à d'autres, mais j'ai connu le moment où voilà, on avait PS, UMP, on se demandait si ce serait l'un, si ce serait l'autre. Et puis cette montée très angoissante de l'extrême droite, très inquiétante. Et puis nous, qui d'élection présidentielle en élection présidentielle, pour les 4 dernières, pour les 3 dernières, et là ce sera la 4e, on a augmenté à chaque fois. Donc évidemment qu'on a le sentiment d'être dans une trajectoire qui peut être la bonne. Et par ailleurs, quand on observe, moi ce que j'observe du pays en tout cas, ce que j'observe des dernières élections, ce que je sens, c'est qu'il y a une usure du bloc central, et que dans l'état où est le bloc central aujourd'hui, plusieurs candidats, pas vraiment de projet, pas vraiment de proposition, enfin c'est très difficile à dire quoi. Tellement de candidats. Oui, voilà. Mais partout. Enfin, oui, qui n'est pas... Posons-nous cette question. Oui. Qui n'est pas candidat aujourd'hui ? Vous n'êtes pas candidate pour l'instant. Je ne suis pas candidate. C'est vrai que je pense que davantage de gens devraient ne pas être candidats. Mais bon, ça fait partie du... Ça perd beaucoup les gens, tous ces candidats. Oui, puis les candidats sans doute en premier lieu, quoi. En fait, je me demande parfois, vous savez, pourquoi les gens se projettent davantage dans une campagne et dans une petite notoriété que dans l'exercice réel du pouvoir, quoi. Je pense que si plein de gens se posaient réellement, tous ces candidats-là, sur l'exercice du pouvoir, être président ou présidente de la République française, avoir des choix fondamentaux à faire dans une période internationale qui est très difficile, très complexe, j'ai l'impression qu'ils prennent pas cette idée au sérieux, et c'est pas possible. Comment ils font pour ne pas avoir le vertige ou pour ne pas se sentir incompétents ? Enfin, je veux dire, bon, ça les regarde, c'est leur examen de confiance, mais bref, oui, je pense qu'on peut gagner en 2027. C'est bien pour ça que je le fais et que je vous ai parlé de la dureté, mais là, c'était une partie de plaisir par rapport aux 10 mois qui arrivent, quoi. Le rythme. Là, vous allez entrer dans quelle phase ? Parce que vous faites partie de celles qui... En tout cas, vous avez fait 2017-2022. Le programme, c'est vous. Hein. Oui. Donc, ça se passe comment, humainement, personnellement, là, dans les semaines, dans les mois qui arrivent ? J'ai pris du temps pendant 1 an et demi, là, quand même. J'ai pris du temps sans faire de médias, par exemple, aux grandes dames de mes équipes. Mais parce que ça bouffe... juste derrière. Tout à fait, mais parce que ça me bouffe du temps, je trouve que c'est... Voilà, faut faire des choix, quoi. J'ai pris du temps. J'ai écrit un livre. J'ai pris du temps pour penser, pour être bien avec moi-même, pour m'occuper des gens que j'aime. Et j'ai préparé les esprits au fait qu'il y allait avoir 6, 8, 10 mois où ça pourra moins être le cas. Je vais moins être disponible. Je le sais, voilà. Et en même temps, franchement, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, parce que si je fais ça, c'est que j'adore ça. J'adore cette période-là. J'adore... moi, je suis une femme de campagne, quoi. J'aime quand on a des choses à proposer. Voilà. Aller dans des médias pour commenter l'actualité, ce qui a fait... Ça, grosso modo, ça ne m'intéresse pas. On s'en tape. Ouais, mais oui, bon, il faut des gens qui le font, mais je trouve que... Moi, si je pouvais réellement ne pas suivre l'actualité pendant 2 semaines, me faire un petit check des choses qui ont été importantes et puis m'y recoller 2 semaines plus tard, j'adorerais ça. Je déplore le fait d'être obligée de suivre l'actualité heure par heure.
je trouve que ça bouffe le cerveau, quoi. Je veux dire, les grands penseurs, les auteurs, les cinéastes, les gens qui créent ne peuvent pas avoir ce rapport à l'actualité. Vous faites dévorer par ça, mais vous aussi, j'imagine. Vous êtes journaliste, donc... Je vous en parle même pas. Voilà, mais je sais pas si vous ressentez ça, moi, j'ai l'impression d'être dans un toboggan, quoi. Le début de la journée, bon, oui, il se passe des trucs tout le temps. Un moment qui a été très utile dans ma vie pour me rendre compte de ça, c'est quand je suis partie au pôle Sud, en Antarctique, pendant 1 mois et demi. Et notamment sur les 10 jours de bateau à l'aller, les 10 jours de bateau au retour, je n'avais pas Internet. C'est un exercice vraiment intéressant à faire pour des drogués du téléphone comme nous. Ça provoque quoi? À part des crises d'angoisse peut-être. C'est un grand vide. Vous demandez il y a du temps qui se libère, quoi. Alors j'ai pu... Bon, d'abord j'ai été malade, j'avais le mal de mer, donc ça m'a bien occupée. Et puis sinon j'ai lu beaucoup. Je lis beaucoup, voilà. Mais en tout cas... De manière générale, je lis beaucoup, je prends du temps. J'ai pris du temps là pendant 1 an et demi. Je sais que là, pendant l'année à venir, j'en aurai pas. Ou moins. Bon, là, ça va être un tsunami. C'est ça la vérité, c'est un peu l'image de la vague. Ouais. Et vous devez la traverser, survivre, proposer un truc qui tienne la route, et voir comment ça se passe. Peut-être. Ouais, peut-être surfer dessus. Ouais. J'espère. En tout cas, je le fais aussi parce que pour moi... On est dans un moment où l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays, c'est pas une hypothèse pour se faire peur, c'est une possibilité qui existe. Donc, qu'est-ce que c'est 10 mois à lutter de toutes ces forces pour... si je peux participer dans une grande machine à faire en sorte que ça n'arrive pas. Vous n'êtes pas satisfaite de ma réponse? Mais non, pas du tout. Je me pose une autre question, forcément. En vrai, Clémence Guettet, si là, en 2027, c'est le Rassemblement national qui arrive au pouvoir, c'est possible, hein, ça peut être aussi un républicain, ça peut être aussi un bloc central. Tout est possible à ce stade. Tout est possible, et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon aussi. Mais imaginons, allez, on prend de l'autre côté, d'accord? Si il y a le Rassemblement national qui arrive au pouvoir, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, parce qu'on sait qu'en juillet, on sera peut-être empêché Marine Le Pen. Vous faites quoi? Ce jour-là, vous faites quoi? Est-ce que c'est le moment où vous dites, allez, ça c'est mon tablier, ciao? Ou est-ce que c'est le moment où vous dites, ok, toi plus moi, on y va, prochaine échéance? Vrai de vrai, qu'est-ce que vous faites? Vrai de vrai, je pense qu'il n'y aura pas l'ombre d'un doute dans mon esprit et que je continue et je redouble d'ardeur parce que je suis députée. Donc ça veut dire qu'au lendemain de la présidentielle, on est en campagne législative. Ouais. N'importe qui va gagner va dissoudre l'Assemblée nationale, même si vous savez, il y a eu cette dissolution qui a perturbé la concomitance des scrutins. Tout le monde va dissoudre l'Assemblée nationale, donc je partirai en campagne pour être réélue et j'irai aider dans le plus d'endroits possible des camarades à être réélus pour qu'on ne soit pas atomisé à l'Assemblée. Parce que si en plus d'un président ou d'une présidente de la République d'extrême droite, on a la même situation qu'en 2017, rouleau compresseur de la Macronie, grosse majorité d'extrême droite, ça va être un carnage. Mais quand je dis un carnage, c'est que, en fait, moi, y a plein de gens que j'aime, dont les vies vont être directement menacées si l'extrême droite est au pouvoir. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Donc, je rigole pas, quoi. Je le fais parce que, en fait, je ne veux pas ça. Les personnes LGBT qui m'entourent, les personnes racisées qui m'entourent, les personnes musulmanes qui m'entourent... voilà, je le fais aussi parce que en fait, c'est pas du tout un jeu. Je vois bien ce qu'ils peuvent dérouler là en étant encore minoritaire, mais en étant plus de 150 à l'Assemblée nationale. J'ai trop de conscience politique, y compris des expériences internationales contemporaines ou plus éloignées de nous, pour ignorer ce que ça pourrait donner si l'extrême droite était au pouvoir. Donc évidemment, moi, j'entre en campagne législative et je fais campagne de toutes mes forces pour qu'on les mette en minorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de Français qui sont des Français qui étaient attachés plutôt à la cause à gauche et qui vont voter de plus en plus à droite, voire au Rassemblement national, des ouvriers, etc. Est-ce qu'en voyant ça, vous vous dites, là, on a merdé un moment? Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à parler à cet électorat qui est historique? Vous, en tant que femme, pas en tant que politique, est-ce que vous vous dites comment est-ce qu'on récupère, comment est-ce qu'on répare ce lien qui a été cassé? Bon, d'abord, c'est pas un constat tout à fait exact sociologiquement. La vérité, c'est que dans les grandes masses, dans les grands volumes,
Le glissement à l'extrême droite se fait surtout pour des gens qui étaient à droite déjà, qui votaient à droite déjà. Et la perte de vitesse parmi les ouvriers, par exemple, de la gauche, vient plutôt du fait que, majoritairement, ils se sont mis à voter, parfois c'est vrai à l'extrême droite, mais aussi à s'abstenir. Ça change un peu la donne si on voit le tableau comme ça, plutôt que si on se dit des gens tous à gauche se sont mis tous à voter à l'extrême droite. Ça me poserait d'autres questions. Ce qui me préoccupe, c'est que les gens soient dégoûtés de la politique. Parce que, et je comprends bien pourquoi. Enfin, je veux dire, je comprends bien pourquoi le mandat Hollande a laissé des traces de déception parmi des gens qui ont voté à gauche. Je le vois chez mes parents, donc je l'imagine bien à d'autres endroits, pour d'autres personnes. Je comprends bien aussi pourquoi les gens peuvent avoir le sentiment qui est juste que le fait de voter, cet acte démocratique sur lequel repose toute la symbolique de pacification de notre société, a été un peu minoré. Parce que quand on voit qu'on est majoritaire au NFP et que c'est Michel Barnier qui est nommé, son parti a fait 6% à ce moment-là, bon, il y a un problème en fait dans la 5e République en France. Pour ça, pour cet éloignement des gens. Donc, Mais je me dis que... la question de la responsabilité. Oui, j'y viens. D'abord, je me dis pas on a merdé parce que moi je me sens pas partie prenante de ce problème. Je pense que les élites françaises, je vous parlais tout à l'heure du système bipartisan PS-UMP, je pense que oui, ils ont merdé dans la désaffection populaire que ça a pu provoquer. Et en même temps, pour leur plan de marche, pas tant que ça. Parce qu'ils sauvent les meubles à chaque élection. Et ils arrivent à sauver leur boutique. Et est-ce que ça les dérange que les gens s'abstiennent, que les gens soient dégoûtés, que les gens soient en colère ? Tant qu'il n'y a pas un mouvement social d'ampleur qui vient trop perturber la machine, comme ça a été le cas par exemple au moment des Gilets jaunes. Est-ce que ça les embête ? Je crois pas. Ce que j'aimerais, c'est que ça nous embête tous autant. Voilà. Donc moi, je me sens pas responsable de ça. Et au contraire, j'ai l'impression de faire partie peut-être d'une génération politique, ou en tout cas d'un parcours politique, où on tient à faire les choses autrement, et où on va reconquérir des gens qui sont dans cet état d'esprit. Y compris peut-être des gens qui vont jusqu'à voter à l'extrême droite, mais après je pense aussi qu'il y a une machine idéologique qui est en cours, qui est en route dans la société, notamment du fait des médias, pour la montée du racisme et des thèses qui sont favorables à l'extrême droite. Et là non plus, je me sens pas de responsabilité vis-à-vis de ça. J'essaie de le combattre de toutes mes forces, mais... Voilà. Vous dites, moi en tant qu'individu, en tant que femme et en tant que politique, je fais tout ce que je peux, je donne tout ce que j'ai. J'ai le sentiment de faire ce que je peux. Encore une fois, ça nous ramène à la discussion du début sur la culpabilité. C'est est-ce que je fais ce que je peux, est-ce que je fais assez ? Bon, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on arrive à donner. Et puis, avec un peu de maturité aussi, je sais que quand je me crame trop, je fais encore moins bien, quoi. Donc, ça permet d'arriver à un juste équilibre. Vous commentez, vous partagez, vous débattez, vous nous dites ce que vous pensez de cet épisode d'En vrai, le podcast Désengagé avec Clémence Guettet, députée La France Insoumise, vice-présidente de l'Assemblée nationale, coprésidente aussi de la Boétie. Ce cercle de pensée, en réalité, c'est cet objet aussi politique. J'ai demandé aux gens qui nous suivent de poser des questions à nos potentiels invités, à ceux qui viendraient. Et il y a une question qui revient souvent. Jeanne, en vrai, si vous avez des politiques, posez-leur cette question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut être amis avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous ? Ça revient souvent. Et comment est-ce qu'on fait pour conserver cette amitié ? C'est une très bonne question. Je pense que tout le monde peut y... Ludo, on lui dit comme ça, il est content. Ludo pose une très bonne question. C'est une question à laquelle tout le monde peut répondre différemment. Moi, je ne peux pas. Parce que pour moi, il y a trop de sujets qui sont politiques pour que on arrive à se comprendre au bout d'un moment, en fait.
les choix qu'on fait dans la vie. Où est-ce qu'on place notre argent, comment on décide de vivre, les choix qui peuvent avoir un impact sur la planète, l'égoïsme ou l'altruisme qu'on peut mettre en œuvre dans notre existence, la tolérance vis-à-vis de certaines personnes, je pense aux personnes LGBT. Voilà, la question c'est qu'est-ce que vous échangez ? Si avec des amis on échange sur le quotidien, etc., mais peut-être ça peut tenir, mais j'ai l'impression que ça rabougrit quand même une amitié qui doit pouvoir aborder beaucoup de sujets, qui doit pouvoir aborder plein de choses. Et si on brasse large, j'ai l'impression que trop vite, des points de blocage peuvent apparaître. Mais moi, j'ai perdu des gens avec qui j'arrivais plus à communiquer. Hein. J'allais vous poser la question. Votre engagement, il vous a coupé de certaines personnes ? C'est très peu le cas, parce qu'en réalité, je veux dire, j'ai un parcours, mes parents étaient de gauche, donc j'ai pas eu une socialisation, vous voyez, qui aurait été complètement contraire. Voilà, donc vis-à-vis des gens que eux ils fréquentent, c'est pas le cas. J'ai fait des études de lettres, puis de sociologie, puis d'écologie. Je reprendrai pas tous les clichés sur ces études-là, mais je vais dire, j'étais pas dans une adversité idéologique folle non plus. Vous n'avez pas du droit à ça. Voilà, faut quand même bien être honnête. Non, et puis où j'étais pas en école de commerce, en finance, quoi. Voilà, bon. Donc, pas tant que ça, mais malgré tout, il y a des gens avec qui, c'est rare, hein, mais on a pu se friter et s'éloigner. Jusqu'à s'éloigner complètement. Je pense à un ami en particulier. Mais sinon, comme je vous le disais, mes amis, à la fois sont politisés, mais je dirais pas plus que la moyenne, quoi. Donc, on parle pas non plus de la vie de politique politicienne. On parle de grandes idées, on parle de... Mais voilà, ça nous empêche pas de dialoguer, même si ils votent pas pour la France insoumise au final. C'est pas grave, ça reste vos amis. Non, c'est pas grave du tout, non. Mais ils sont à gauche. Et puis, ils sont majoritairement à gauche, ouais, il faut bien être honnête. Mais après, l'homogamie politique, ça touche tout le monde. Hein. C'est pas naturel, d'ailleurs, j'allais dire naturellement, on se retrouve avec des gens avec qui on partage les idées. Ça n'a rien de naturel, c'est tout à fait sociologiquement situé. On dialogue facilement, on partage des expériences, des activités, des intérêts. Et ça se fait comme ça, ouais. Le futur pour vous, en un mot, vous l'imaginez comment ? En un mot, réellement, ouais. C'est une façon de parler. Non, c'est vraiment un mot. Hein. En fait, ce que vous ressentez dans votre cœur. Ce que je ressens après une semaine de canicule, à chaque fois, j'ai mon éco-anxiété qui remonte en flèche, quoi. Et je me dis que c'est terrible. Notamment parce que moi, j'ai quand même... j'espère avoir des enfants un jour. On vient de vivre des semaines à 37 toute la journée. En plein mois de mai. 37 le soir, en plein mois de mai. Bon, c'est une banalité de dire ça, mais oui, de ce point de vue-là, je le trouve inquiétant parce que je trouve qu'on aurait des moyens politiques de s'adapter davantage et qu'on ne le fait pas. Et que voilà, j'ai l'impression que concrètement, il y a des gens qui vont mourir de chaleur dans notre pays, comme il y a déjà des gens qui meurent de froid d'ailleurs. Donc inquiétant de ce point de vue-là. Et puis peut-être pour avoir quand même une note d'espoir, quand je discute avec des gens des plus jeunes générations que moi, que la mienne, je trouve que en matière de progressivité des idées, d'importance, du féminisme, de l'antiracisme, de la conscience écologique, il se passe de très belles choses chez les plus jeunes générations, qui donnent quand même de l'espoir. Voilà, je dis ça, une majorité d'entre eux votent déjà pour la France insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon aux échéances précédentes, mais je les trouve y compris plus aiguisés que ma génération. Je suis pas bien vieille, mais voilà. Des gens qui ont 20 ans de moins que moi, plus aiguisés que nous sur plein de sujets. Et donc, je me dis que oui, il y a des choses qui vont aller dans le bon sens malgré tout. Que le combat va continuer. Ouais. Dans quelques jours, quelques heures, peut-être quelques semaines, on ne sait pas encore, il y aura un engagé, une engagée à votre place. Je ne peux pas vous dire, parce que je l'ignore en réalité, si ce sera un homme ou une femme politique, si ce sera un militant, une militante, une association, etc. Mais c'est quoi la question que vous aimeriez leur poser ?
Hmm. Demandez-leur si l'activité pour laquelle vous les recevez, c'est ça réellement qui les fait se lever le matin. Et vous ? En partie. En grosse partie. Merci beaucoup Clémence Guettet d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On a pu vous découvrir plus. Vous nous dites ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Vous partagez, vous likez, vous commentez, vous débattez parce qu'on veut savoir. Et je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode d'En vrai, le podcast des engagés. À bientôt.